Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver autour de sujet de ce webinaire. Libérez-vous de l'électrosmog et retrouvez votre capital santé. Alors pour des raisons tout à fait exceptionnelles de logistique, nous avons enregistré ce webinaire. Vous allez donc découvrir l'échange entre le docteur Marc-François Paya et Maurice Filon-Robert autour des ondes électromagnétiques. Alors le sujet des ondes électromagnétiques, il travaille dessus depuis plus de 30 ans, donc 30 ans d'expérience, d'observation, une exigence scientifique qui a fait l'objet d'études. Donc l'un est concepteur de la technologie et à l'origine de la société Como System, Maurice Filon-Robert, et l'autre est médecin, le docteur Marc-François Paya. Il est titulaire de la capacité d'évaluation et de traitement de la douleur. Il est expert en dommages corporels, expert judiciaire, avec donc précisément une expertise fine sur l'analyse des dossiers pour démontrer les preuves. Il est diplômé en médecine environnementale, spécialiste des conséquences de l'environnement sur la santé des individus depuis plus de 30 ans. Il a accompagné entre autres Jean Seignalé. Un grand nombre de chercheurs et d'universitaires français, mais aussi internationaux, américains, japonais, anglais, ont travaillé sur ce concept. L'idée est vraiment l'importance de fournir la preuve. C'est ce qu'ils s'efforcent tous de faire depuis de nombreuses années, démontrer scientifiquement les résultats de ce concept. C'est ce que vous allez découvrir ce soir. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce webinaire. Je l'ai trouvé très précis, très pédagogique. Voilà, je vous invite à le regarder en suivant et je vous retrouve ensuite pour parler des différents éléments de protection. À tout à l'heure. Alors, le stress électromagnétique, il y a le mot stress. Et ce que nous avons mis en évidence au fur et à mesure du temps et indépendamment ou complémentairement aux analyses biologiques, donc soit au niveau du système immunitaire, soit au niveau du système hormonal, soit au niveau génétique. Donc, ce que nous expliquons par la biologie, nous l'entendons dans les études que nous avons faites sur les humains qui nous expriment le stress. Alors, le stress, c'est des troubles neuropsychiques, et le docteur Paya va nous en donner quelques-uns. Ce sont des troubles musculo-squelettiques. J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans les mains, j'ai mal dans les bras. Et ce sont éventuellement même déjà des troubles physiopathologiques, c'est-à-dire l'installation de maux de gorge, de nez qui coule et d'autres manifestations que nous allons reprendre dans quelques instants. Avant de lancer cette grande étude qui a porté sur 1000 personnes, en double aveugle, aux USA. Nous avions fait, avec le docteur Paya, une observation sur une plateforme de stabilométrie. C'est-à-dire une plateforme qui permet de mesurer les déplacements du centre de gravité et d'analyser l'équilibre d'un individu. Troubles musculo-squelettiques qui apparaissent dans l'étude que nous allons vous présenter, c'est évidemment lié au fait que si la projection du centre de gravité n'est pas là où elle doit aller, on est tordu, et si on est tordu, évidemment, on a mal, et ça ouvre la porte aux troubles musculo-squelettiques. Nous avons, de la même façon, on va dire, préalable, avant de faire vraiment tout le travail scientifique, aussi rencontré un biologiste en Bourgogne qui était équipé de matériel tout à fait de pointe à l'époque et qui s'est intéressé à l'idée qu'il pouvait y avoir, avec les champs électromagnétiques, des premiers téléphones portables à l'époque, mais aussi des ordinateurs, qu'il pouvait y avoir éventuellement des effets biologiques qu'on ne connaissait pas. Et donc notre biologiste, avec ses secrétaires, fait l'essai avant de les équiper d'une protection, ensuite après les avoir équipés d'une protection, et observe que les lymphocytes CD4 et CD20 ne sont pas dans les taux habituels observés. Les lymphocytes CD4
donc les immatures, les lymphocytes CD20, les matures. Je parle sur le contrôle du docteur Paya, j'espère que ce n'est pas l'inversion, mais ça me paraît juste. Ces deux lymphocytes ont un rapport différent de la norme. En d'autres termes, il y a plus de lymphocytes immatures dans la circulation, et par conséquent, dans le cas présent, nous on se dit, mais ça veut dire que le système immunitaire fonctionne moins bien. Puisque, pour qu'il fonctionne bien, il faut que les lymphocytes soient matures. Donc, c'était ces deux observations, et quelques autres, mais on ne peut pas en parler, ces deux observations qui commençaient à être des observations scientifiques, qui ont mobilisé le docteur Paya, moi-même, d'autres amis, pour avancer et finir avec un dossier scientifique au moins comparable à ceux que l'industrie pharmaceutique réalise pour les présenter au ministère. Et ça veut dire d'ailleurs qu'à une époque de notre vie, le ministère nous a demandé des comptes, nous avons présenté notre dossier, et le directeur général de l'AFSAPS, à l'époque, qui est l'ANSES maintenant, a autorisé le laboratoire, la société qui produisait la protection, dont on va vous dire deux mots bien sûr, a autorisé à ce que nous puissions en parler, alors qu'à l'époque, et toujours aujourd'hui, les protections électromagnétiques ne sont pas connues, reconnues ou admises par les officiels de la santé comme pouvant restaurer les niveaux biologiques habituels et d'homéostasie. Bon. Donc, CD4, CD20, stabilométrie, aussi une autre préalable faite à Avignon, là encore des secrétaires, parce que devant l'ordinateur c'était souvent des secrétaires à l'époque, maintenant c'est plus différencié. Nous regardons aussi ce qui se passe au niveau du fonctionnement cérébral. Ceux qui ont fait un peu de yoga, ceux qui font un peu de méditation, savent que va avec le déstressage, pardonnez-moi le mot, va avec le déstressage l'augmentation du rythme alpha du cerveau. Le rythme alpha du cerveau montre qu'on gère son stress et qu'on se détend. Eh bien, là, et encore, je redis que c'était 3 observations préalables au dossier scientifique, donc on ne les a pas publiées, mais là, on observe que les secrétaires ont un taux de rythme alpha du cerveau faible quand on fait la mesure avant protection, et une fois qu'on les protège des effets biologiques de leurs ordinateurs, le taux de rythme alpha est multiplié par 4. C'est-à-dire que ces secrétaires qui étaient probablement plus tendus, un peu stressés, agités, quelquefois même de mauvaise humeur, ça arrive, eh bien, retrouver une humeur plus stabilisée, et on va parler de ça évidemment dans les travaux, cette fois-ci scientifiques. Est-ce que tu peux nous faire quelques commentaires sur le rythme alpha, Marc ? Ce qui me paraît important à rajouter sur le stress, c'est qu'il y a une théorie qui est devenue une loi, puisque 4 des 5 points ont été démontrés par un des plus grands scientifiques du XXe siècle, le professeur de biochimie Bruce Hems. Et Bruce Hems, tout le monde le connaît sans le connaître, c'est l'homme qui a inventé en particulier les bandelettes pour tester le sucre dans le sang, l'albumine dans les urines, etc. Et il est parti d'un constat, c'est que vivre avec un stress, même dont on n'est pas conscient, ce qui est le cas du stress électromagnétique, amenait à consommer des nutriments essentiels qu'on ne pouvait plus utiliser pour bien vieillir, mais qu'on les utilisait pour se défendre face au stress. Et c'est un élément capital, parce que on dit je me complémente, je mange bio. Ça n'a aucune valeur si on n'enlève pas ce stress qui est invisible, qui est en amont, qui est le stress électromagnétique. Et Maurice va vous donner les arguments qui nous ont permis de démontrer l'existence de ce stress. Oui. Alors, ça me fait penser aussi, de façon un peu simpliste, mais on peut quand même le dire parce que c'est juste, Hans Selye, qui était un des
un des auteurs, c'est lui qui avait... de stress, c'est le Canadien. Voilà, le Canadien, qui avait compris que le stress, au bout du compte, c'était un peu comme un réservoir dans lequel tous les facteurs non spécifiques rentraient, et qu'au bout d'un moment, quelle que soit l'origine et la nature de ces différents stress, quand c'était plein, ça débordait. Et l'organisme, à ce moment-là, quitte l'équilibre homéostatique et part, dans un premier temps, peut-être avec quelques troubles fonctionnels, et éventuellement vers la pathologie. Donc le stress électromagnétique, c'est un des stress qui vient remplir le bocal, ou la poubelle, on va dire, et simplement, ce stress-là, aujourd'hui, il est quotidien, il est à chaque minute, il est à chaque instant, quand il s'agit du stress électromagnétique. Donc, pour remplir la poubelle, il participe largement, grandement, à l'état de stress général. Et quand on reprend les travaux de notre grand chercheur national, Henri Laborit, un de ses principaux ouvrages, c'est l'inhibition de l'action. Et l'ouvrage grand public s'appelle L'éloge de la fuite. C'est-à-dire que l'accumulation de stress est telle que si jamais tu t'en rends compte, tu casses et tu fuis. Et si tu ne fuis pas, ben, tu casses pour de bon. Et là, on est en plein dans une des étiologies qui n'est pas reconnue, qui n'est pas documentée. Par exemple, des nombreux burn-out que l'on voit actuellement, où les gens ont une surcharge, mais la surcharge, elle est invisible. Et je suis en train de parler de ce stress électromagnétique, et ça fait mal. Parce qu'après, on a des difficultés à récupérer ces gens, alors qu'on pourrait les empêcher de tomber en burn-out. Alors, pour étudier le stress, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons avec des tests, il y a des façons biologiques. On va vous parler des tests. Premièrement, on va vous parler des tests qui ont été réalisés. Et le premier d'entre eux a été fait par un médecin du travail dans un hôpital parisien, avec un protocole de test qui est utilisé par les militaires. Un avion en l'air avec un pilote qui ne sait pas ce qu'il doit faire, c'est dangereux. Donc, avant de le lancer dans les airs, souvent, le pilote doit passer un test qui s'appelle le Stroop Color Test, qui évalue la capacité de l'individu à gérer des informations contradictoires pour prendre la bonne décision. Bon, c'est le Stroop Color. Et donc le docteur Marande a été intéressé par ce test-là, et la population, donc à nouveau de personnes travaillant sur écran, on va passer au téléphone plus tard, on y arrive, mais là c'est encore l'écran. La population donc travaillant sur écran toute la journée était à 70% en moyenne plus stressée, beaucoup plus stressée selon la cotation, qu'une population normale, une population non exposée. Alors, ça peut expliquer quelquefois des tensions dans là c'était à l'hôpital, dans les services, entre les personnes. Le stress favorise les tensions, favorise la mauvaise humeur, bien sûr, favorise la fatigue. Donc, on va en reparler avec le docteur Paya. Et une fois qu'on propose à chacune, en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle a une vraie protection ou si elle en a une fausse, et qu'on fait ensuite tourner les groupes, une fois qu'on propose la protection, le pourcentage de population qui était précédemment 70% plus stressé que la norme passe à même pas 20% plus stressé que la norme. Donc, sur cette population-là, nous pensons qu'il y avait des pathologies associées indépendantes même du stress électromagnétique, et toutes les autres passent du côté des moins stressés que la moyenne des gens. Donc ça veut dire que la protection qui leur était mise à disposition sur leurs appareils fonctionnait. Voilà, nous avons fait un préambule, et cette protection, bon, on va rapidement lever le doute
c'est pas une grande armoire émettrice de signaux, de machins, de trucs, comme on pourrait trouver dans les livres de science-fiction, pas du tout. Cette protection, elle est faite avec des solutions salines aqueuses, c'est-à-dire de l'eau et certains sels, traitées de telle sorte, électromagnétiquement, que ces solutions deviennent émettrices de signaux bioactifs qui permettent à l'organisme d'ignorer les signaux de la pollution et d'être remis au diapason, on va dire, par les signaux des solutions. Donc, il y a 3 ou 4 produits majeurs qui sont industrialisés comme protection depuis maintenant plusieurs années et qui sont distribués d'ailleurs indépendamment de notre laboratoire et de notre outil industriel par la société CEM Vivant. Ces produits, vous voyez, c'est simple, voilà, ça se porte sur soi, et CEM Vivant vous dira où, quand, comment. C'est un cône qui se met à la maison, même chose, CEM Vivant vous dira où, quand, comment. Et comme vous voyez le téléphone de ma petite fille, Orange, là aussi, ce sera une petite pastille ou sur l'ordinateur. Donc, tous ces objets contiennent une solution aqueuse qui émet des signaux, et ces signaux sont en extrêmement basse fréquence, à hauteur, en intensité, de ce que produit le cerveau, donc à 150 femtotesla. Bon, voilà. Donc, les CMO, on n'en parle plus pour l'instant, mais c'est pour dire simplement, voilà, on ne va pas vous parler d'une machinerie énorme, on vous parle d'un principe extraordinaire, qui est d'ailleurs régulièrement validé par un des scientifiques avec lequel nous sommes en relation, qui est le professeur Marc-Henri, qui dit c'est le produit, le dispositif, la technologie qui est scientifique, qui a un dossier scientifique. Voilà. Donc, on parle de biorésonateur ou de compensateur CMO, oscillateur magnétique. En fait, donc, vous savez maintenant que c'est une solution saline qui parle à votre organisme par des microsignaux que la biologie permet effectivement d'entendre et de rentrer en résonance et d'éliminer les effets qu'on avait observés. Voilà. Je pense qu'il est important de préciser, pour avoir une notion de différentiel, que un cerveau émet environ à une puissance 100 fois inférieure à celle d'un cœur, qu'on peut mesurer par un magnétoencéphalogramme ou un magnétocardiogramme, et que la puissance d'émission du cerveau est entre 10 et 100 millions de fois, 10 et 100 millions de fois en dessous de ce qu'émet un téléphone portable en état de marche. Donc voilà pour vous donner le différentiel. Voilà. Et quand on parle de sécurité d'emploi d'un téléphone, les normes parlent d'un niveau de fréquence qu'on appelle la porteuse. Bon, cette fréquence, elle se situe en gigahertz, comme votre micro-ondes, bon, pour faire simple. Et cette fréquence-là, elle peut avoir des effets thermiques si elle est au-delà d'un seuil d'intensité. Enfin, il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine intensité. Bien évidemment, la plupart des téléphones sont en dessous, parce que sinon on aurait le cerveau qui bout et ça ne durerait pas longtemps pour le fabricant. Donc, sur le plan des hautes fréquences, des micro-ondes, enfin, donc des radiofréquences, on a des intensités à un niveau tel qu'on n'a pratiquement pas d'effet thermique. Par contre, d'autres fréquences qui ne sont pas suivies par les normes, par personne, qui sont des ELF, Extremely Low Frequencies, des fréquences de bas niveau, hein. Je ne parle pas d'intensité, je parle du nombre de battements par seconde qui est à la fréquence. Donc ces ELF sont aujourd'hui reconnus dans tous nos travaux et maintenant dans la littérature internationale comme étant
essentiellement les raisons de l'action biologique délétère dans un certain nombre de cas. Les ELF sont très bioactives. Okay, et dans tous les téléphones, vous avez la porteuse, mais vous avez une modulation de cette porteuse qui se fait en ELF et qui est, quand on enlève la porteuse, évaluée dans certains de nos travaux, on en parlera une autre fois, évaluée, et on sait maintenant très bien que vous enlevez la porteuse, vous laissez les ELF, eh bien la mortalité des organismes qu'on expose à ces émetteurs est encore plus forte que si on laisse l'ensemble du spectre fonctionner. Donc les ELF sont la majeure partie de la biotoxicité. Or, je vous le donne en mille, les ELF, il n'y a rien qui les arrête. Il n'y a rien qui les arrête, sauf du mu-métal, donc avec une certaine épaisseur, et on ne peut pas imaginer de remplir sa maison de mu-métal. Je peux apporter une précision. Ces ELF, par exemple, c'est le type d'onde qu'utilisent les sous-marins nucléaires qui sont en plongée pour communiquer avec les satellites. Donc, qui est 100, 200, 300 mètres d'eau, ça ne les arrête pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de diminuer l'intensité, comme avec les systèmes qui disent on diminue l'intensité, ça ne diminue pas du tout l'action biologique néfaste. Je suis en train de terminer un travail de synthèse que j'ai commencé il y a plusieurs mois et il y a des centaines de travaux aujourd'hui qui démontrent que les faibles intensités que nous percevons de tout ce brouillard électromagnétique artificiel sont plus agressives que des intensités qui seraient plus puissantes. C'est-à-dire que les bases des normes actuelles ne tiennent pas compte de cela et les organismes vivants exposés à des faibles intensités mais à certaines fréquences sont beaucoup plus endommagés que ce que l'on pourrait penser. Absolument. Je voudrais faire un commentaire complémentaire. Tout ce que nous disons ici jusqu'à présent et dans le futur est fondé sur des travaux, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits, c'est fondé sur des travaux que nous et d'autres, mais nous en particulier, avons faits. Moi, pour ma part, je fais des recherches bibliographiques permanentes et une synthèse de la littérature. Et les basses intensités de tous, en particulier des téléphones, sont très dommageables pour le vivant. Un exemple. C'était peut-être en 2018-2019, pardonnez-moi, je reçois un appel d'Angleterre, du professeur Canavan. Je ne connaissais pas le professeur Canavan. Donc il m'a appelé en disant « Écoutez, je viens de faire une expérimentation dans mon coin avant de vous appeler. J'ai mis 100 étudiants avec 100 protections CMO, avec 100 fausses... Alors lui, il avait juste mis les boîtes pour que ça soit faux, quoi. 100 fausses protections, et je suis tellement surpris que je voudrais vous rencontrer. » En fait, le professeur Canavan était un expert, il est expert en statistique, ce qui permet précisément de préciser qu'un résultat est significatif ou pas, mais dans le cas présent, dans toutes les expérimentations de CMO, les résultats ont toujours été significatifs, c'est-à-dire inférieurs à 0,05% de probabilité. Bon. Et donc le deuxième talent du professeur Canavan, c'était d'être neuropsy. Et donc ces étudiants étaient, comme on l'a vu déjà, en état de stress. Donc quand ils étaient sous pression du temps, des examens, etc. Et donc il a fait le test en aveugle. Et il m'a appelé après l'avoir fait en disant « Monsieur Fierobin, je veux vous rencontrer parce que les résultats qu'on obtient sont incroyables. » En d'autres termes, il y avait une partie qui s'appelle « optimisation de l'humeur » et on avait sur les 100 étudiants ceux qui étaient équipés
une augmentation de la bonne humeur, de la joie de vivre. Alors, il y a des paramètres dans les tests, il y a des paramètres pour le juger, ça. Ok, donc il a fait son boulot, c'était un expert. Et puis, de l'autre côté, il y avait ce qu'on appelle le distress, c'est-à-dire l'état de détresse, l'état d'anxiété. Et donc, on va demander à Marc-François Pariat de nous redire ce que c'est que l'état de stress de ces deux points de vue, c'est-à-dire de l'entrain et du distress. Mais cet homme, professeur Canavan, m'a demandé de venir le voir pour qu'on en discute. Donc, c'était une expérimentation faite sans qu'il y ait aucun conflit d'intérêts, hein, c'est important de le citer, sans qu'on soit au courant que ça se faisait, et qui a abouti à apporter, et qui a été publié, à apporter la preuve que, le travail sur ordinateur et le téléphone, comme stress électromagnétique, ce n'était pas un facteur favorable pour apprendre correctement, être de bonne humeur, de bien dormir, etc. Et donc, ça a apporté aussi la démonstration qu'une partie des états d'anxiété et tout ce qui va avec pouvait être lié au stress électromagnétique, puisque la seule variable qu'on avait changée, c'était bien le stress électromagnétique et ou sa compensation. Voilà. Je laisse aux médecins les commentaires sur cet état de stress et comment ça se manifeste. L'état de stress, de toute façon, ça se manifeste de différentes façons. Je me rappelle le cours que nous avions eu à Montpellier là-dessus. On avait un patron de physiopathologie qui aimait bien découper les choses en tranches, et moi j'adore ça. Ça se manifeste sur le plan neuropsychique, bien sûr, avec une perte des possibilités cognitives, avec une mauvaise réaction de situation, mais aussi sur le plan hormonal, avec des variations de sécrétion de cortisone, des variations des manifestations au niveau du sommeil, des variations au niveau cardiovasculaire. Donc il y a toute une brochette de symptômes qui, analysés séparément, ne veulent rien dire. Par contre, quand on les regroupe, on retombe dans le symptôme, dans le syndrome d'un stress et dans ce cas-là électromagnétique, puisque c'était la variable qui était à démontrer. Nous allons avoir encore une fois une démonstration sur les différentes manifestations de stress, avec un autre travail qui est fait également en Angleterre, qui est le travail qui a été fait à la Reading University par un professeur en charge à la fois de la concentration et des états d'humeur au travail, donc dans l'activité professionnelle. 1000 personnes. Donc le professeur Clemens Krum, monte son protocole. Donc sa recherche essentielle, c'était pour évaluer ce qu'il appelle le building stress syndrome, donc le stress du travail dans les buildings. 1000 personnes, donc on va faire bref. À la fin, le résultat, c'est initialement ou sans être protégés, 66% des 1000 personnes, travailleurs, travailleuses, ont manifesté des troubles soit musculo-squelettiques, soit neuropsychiques, soit physiologiques. Et ce n'était pas un petit peu ou pas, c'était j'ai ou j'ai pas, hein, c'était blanc ou c'était noir. Donc 66% des travailleurs sur écran étaient concernés par un symptôme de stress, ou plusieurs symptômes de stress. Double aveugle, un mois après, alors le traitement, c'est un traitement donc scientifique, un mois après, nous passons à 30%, hein, de mémoire, ce qui veut dire qu'on a réduit la symptomatologie et par voie de conséquence l'absentéisme au travail en réduisant le stress, la part de stress liée précisément à l'utilisation d'outils électromagnétiques, puisque la seule chose qui changeait, c'était ça, c'était on protégeait
donc avec ce que je vous ai montré, l'ordinateur du stress électromagnétique. Alors, troubles musculo-squelettiques, troubles psychiques, troubles, etc. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que médecin, ce que tu as vu chez tes patients exposés à l'ordinateur, comment ça se manifestait? Déjà, maux de tête, problème de tension au niveau de la nuque, c'est une des choses les plus fréquentes que l'on retrouve très souvent. Ah ben, j'ai mal à la tête, j'ai des courbatures, par contre, quand je suis à la maison, je me repose, ça passe. Donc ça implique automatiquement la position au travail face à un écran. Tout, éternuement, un tas de manifestations qui ressemblent à des manifestations allergiques, mais qui sont liées au stress. Donc il y a tout un tas de symptômes organiques que l'on ne rattache pas justement à cette exposition et qui sont bien identifiés, qu'on a identifiés, et on pourra le voir dans la diapositive conséquente, et qui s'améliorent et qui s'atténuent ou disparaissent quand la protection est mise en place. Alors, le rêve, ça aurait été, mais c'est le sujet difficile, ça aurait été que le DRH ou le patron, selon la taille de l'entreprise, comprenne que protéger ses collaborateurs du stress électromagnétique, du rayonnement de ces appareils, ben c'était gagnant-gagnant. Ça aurait été gagnant-gagnant si on avait pu convaincre. Mais depuis, le temps a passé, et aujourd'hui, on commence à voir fleurir à droite et à gauche les équipements à l'intérieur des entreprises qui, évidemment, favorisent la performance. Alors qu'une directive européenne impose depuis 1993 aux responsables de l'entreprise de se tenir informés pour protéger ses travailleurs sur écran. Mais l'information n'arrive pas à passer, c'est un des gros problèmes, et merci de nous aider à la faire passer. Alors, on se souvient bien que le stress est ubiquitaire, enfin que l'état de stress, c'est un peu ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on va le manifester d'une façon, d'une autre, d'une troisième, c'est un système. Eh bien, si on se souvient de ça, on ne peut pas ne pas penser au calcium intracellulaire et à son rôle dans la régulation ou la dérégulation des différents systèmes. Et ça me fait penser aussi à un autre travail, qui est celui du professeur Miyata, au Japon, à Tokyo, qui, lui, a fait l'étude de ce qui se passait au niveau de l'œil et de la cornée. Miyata a publié dans le journal d'ophtalmologie, Japanese Journal of Ophthalmology, il a publié son travail, qui montre que lorsque les personnes travaillent sur écran, et également d'ailleurs, nous ensuite on l'a vu avec le téléphone, les rayonnements et les champs électromagnétiques, et c'est lié au calcium, c'est probablement, donc, mais ça c'est Marc-François qui va nous le dire, se créent des vacuoles, des petites perforations dans la cornée. Bon, qui, bon an, mal an, se réparent dans la nuit, reviennent le matin, ou dans la journée, se réparent à nouveau dans la nuit, mais au fur et à mesure du temps, évidemment, il reste des séquelles. Et donc, le nombre de vacuoles avec ou sans protection du rayonnement électromagnétique était de, je crois qu'il devait y avoir 50 ou 60% d'écart, donc c'était très significatif. Et évidemment, au bout du compte, c'est aussi un chemin qui mène à la cataracte, probablement, ou à d'autres pathologies. C'est connu pour la cataracte, puisque la cataracte, ça a été une des causes de la suppression des téléphones qui ressemblaient à un fer à repasser qui était dans les voitures, parce que la puissance était trop élevée, et l'apparition de cataracte chez des commerciaux de 30 ans avait fait supprimer ce type d'appareil. Mais autre chose qu'avait noté Miyata aussi, c'était les lésions sur les lentilles de contact. Exact. Et la dernière chose qu'il avait notée, c'était les troubles de convergence. Dès que vous avez une anomalie de convergence, vous modifiez la position de la tête et vous compensez par une mauvaise position du squelette en général qui déclenche tout un tas de symptômes. Voilà. Donc, nous venons de vous présenter plusieurs études
à la fois exploratoire au début et à la fois publiées et scientifiques donc, sur les dernières, qui vous montrent que l'individu ne sort pas indemne de son exposition au champ électromagnétique. Moi, j'aimerais en rajouter une, Ouais. si tu permets. Oui. Ce qui m'avait interpellé, c'est l'expérience qu'avait faite Grigoriev sur l'oxyde nitrique. Oui, exact. À Moscou, à l'époque où il n'y avait pratiquement pas de téléphone portable. Et donc, il n'avait fait une mesure d'oxyde nitrique qui est un messager ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il a un effet protecteur à faible dose et qu'il est très agressif à forte dose. Et on avait vu progressivement, avec l'utilisation d'un téléphone portable, l'augmentation de l'oxyde nitrique exhalé par les individus à qui on avait donné un téléphone, et on était dans une situation qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de téléphones portables et que la Russie a quand même des niveaux d'exposition officiels qui sont largement inférieurs aux nôtres. Oui. Donc, on a vu ces gens-là avec une augmentation de l'oxyde nitrique. Le jour où on leur a collé la protection sur... donc en 3 semaines, ça a augmenté à des taux absolument anormaux. Et quand on leur a collé le CMO sur le téléphone, on a vu un effondrement et un retour vers la normale de l'oxyde nitrique. Absolument. Mais d'ailleurs, vous allez voir là tout de suite la diapositive qui vous montre la courbe. C'est tout à fait étonnant. Et le professeur Grigoriev, bon, j'allais régulièrement à Moscou pour travailler avec lui, était un peu notre... c'était presque un parrain là-bas en Russie, c'était une relation extrêmement cordiale, extrêmement amicale, et il a fini à la fin par me remettre un dossier extrêmement important du temps où il suivait au niveau de la Fédération de Russie, de tous les pays, tous les hôpitaux pour évaluer le rôle des champs électromagnétiques donc, sur les personnes. Et il était devenu le correspondant donc, sur le plan électromagnétique pour la Russie au niveau de l'OMS. Donc c'était le grand boss sur les champs électromagnétiques. Et effectivement, il considérait déjà, lui, quand on s'est rencontrés, que le stress électromagnétique était un point majeur à prendre en compte pour l'avenir des organismes qui allaient être soumis, et on le voit aujourd'hui, parce que là, ça date de 1995, qu'elle était soumise au champ. Alors, moi, ce que je vous propose là maintenant, c'est, si vous voulez en savoir plus sur ces premières études qu'on vient de voir, c'est d'aller sur le site de CEM Vivant, qui est parfaitement fait, qui est complet, et qui vous donnera encore plus d'informations si vous le souhaitez. Je crois qu'on peut rajouter aussi quelque chose qui est important. Grigoriev était le patron de la protection électromagnétique pour les vols spatiaux des cosmonautes soviétiques. Absolument, ouais. Donc ça donne déjà la dimension du monsieur. Et ensuite, il a publié peu de temps avant sa mort un dossier extrêmement complet justement sur toutes les implications de l'exposition au champ électromagnétique, qui est devenue une référence et que nous avons. Voilà. C'est ce dossier-là qu'il m'a remis à la fin de notre collaboration. On va passer aux expérimentations biologiques. Elles sont toutes faites avec un lot contrôle, un lot exposé et un lot exposé protégé. C'est-à-dire qu'on sait toujours comparer l'organisme qui n'a pas été exposé au champ électromagnétique avec un organisme exposé, lui, au champ électromagnétique, avec celui, troisième groupe, exposé et protégé avec les CMO, donc, qui sont là devant vous, et un facteur commun, sachant que tout s'enchaîne derrière, mais un facteur commun à tous ces stress qu'on vient d'évoquer et à toutes ces perturbations, c'est sûrement la mélatonine. La mélatonine, on a plusieurs travaux, dont un majeur qui a été fait par le professeur Bastide. Le professeur Bastide était, Feu Bastide était expert
en immunologie à la faculté de Montpellier et a travaillé donc à montrer ce qui se passait avec la mélatonine, donc sur des modèles animaux, c'était la souris, je crois me souvenir. Tu peux faire un commentaire sur ce sujet? La mélatonine, tout le monde en parle, tout le monde pense sommeil, tout le monde pense jet lag, mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, 95% de la mélatonine corporelle est sécrétée par la mitochondrie, et c'est qui a un rôle essentiel de protéger la mitochondrie contre les radicaux libres, et 5% est sécrété par le cerveau, et c'est pour réguler le sommeil et pour avoir un effet circadien, c'est-à-dire réguler la sécrétion des autres hormones. Juste, donc, la mitochondrie, c'est? La mitochondrie, c'est un organelle, c'est-à-dire une partie de la cellule qui sont des cellules que les eucaryotes ont intégrées il y a plus de 300 millions d'années et qui est le responsable de production d'énergie, d'ATP qui fait fonctionner l'organisme. C'est elle qui crée le carburant qui nous fait fonctionner. Et justement, cette mitochondrie a un ARN, un ADN particulier, l'ADN mitochondrial, qui nous vient de notre mère. C'est-à-dire que nous avons tous l'ADN mitochondrial de la première femme de notre lignée. Donc, et c'est ce qui nous protège. C'est ce qui produit l'énergie, mais c'est un élément capital de protection. Alors, la mélatonine des lots témoins, on va dire, pour faire simple, était à 100. Le niveau de mélatonine sanguine pour les lots exposés au téléphone chez les souris descend à moins de 50, donc moins de la moitié. La mélatonine chez les souris exposées au même téléphone, mais en même temps avec la protection, enfin ce qu'on appelle le CMO, on retourne à la valeur 100. Donc ça veut dire que tous les états de stress qui sont la conséquence de la perturbation de la mélatonine, normalement, derrière, doivent être améliorés et voire disparaître. Alors, les implications pour la santé de l'absence de mélatonine, tu peux nous les rappeler quand même, oui. Marc. Augmentation des radicaux libres conduisant au stress oxydatif, vieillissement prématuré. Vieillissement prématuré. Accélération des processus tumoraux, troubles du sommeil, fatigue, fatigabilité, crise épileptique et altération de la masse musculaire. Sous protection, on peut s'attendre donc à une réduction de l'inflammation, puisque la mélatonine est un des grands anti-inflammatoires, elle a plus de 200 fonctions. Réduction du vieillissement prématuré, réduction des risques de cancer, réduction des maladies neurodégénératives, du diabète et des syndromes épileptiques, amélioration du sommeil et de l'humeur et contribution au maintien de la masse musculaire. C'est absolument énorme ce que ça a comme conséquence. Et le préalable de « je prends de la mélatonine, je suis protégé », c'est faux. La mélatonine, avec la chute que ça provoque et les plus de 200 fonctions qu'elle a, l'exposition au stress électromagnétique, c'est vraiment une attaque terrible contre l'homéostasie, l'équilibre de l'organisme. D'accord. Donc, pour le système hormonal, mélatonine et complémentairement cortisol. Bon, vous avez tous entendu parler des corticoïdes, donc c'est la même racine. Cortisol, c'est la production d'hormones qui, là aussi, va être une hormone anti-stress. Donc, mélatonine anti-stress, cortisol anti-stress. Tu peux nous en dire aussi deux mots? Là, le cortisol est sécrété par les glandes surrénales, qui sont deux petites glandes triangulaires situées au-dessus des reins. Et l'augmentation du cortisol permet de répondre à des états d'agression de l'organisme, et la chute du cortisol, justement, empêche de répondre. Et les résultats sont... Du simple au double, à nouveau. Là, on tombe en dessous de 50%, et le groupe témoin à son niveau qui est rétabli. Donc, ça aide à contrôler la glycémie, ça aide le corps à gérer le stress, ça aide à contrôler la pression artérielle et la circulation sanguine. Et donc,
Sous protection, on a une optimisation du stress et de l'inflammation, une amélioration de l'humeur et du tonus physiologique et de la concentration, et une diminution des risques d'allergie et d'infection. Alors, donc, mélatonine, cortisol, ça vous dit que la solution aqueuse, qui est le principe actif du CMO, envoie bien les bons messages qui permettent de rectifier ce que la pollution vient perturber dans l'organisme. Quand avec mes amis et moi-même, quelquefois, je fais un retour en arrière sur tous ces travaux qui ont été faits, je me dis, mais quelle technologie fabuleuse. Imaginez, alors c'était aussi ce que nous proposait le professeur Montagnier, et préalablement le docteur Benveniste, il nous disait, et le professeur Montagnier l'approuvait de différentes façons, que le support aqueux était une bande magnétique capable de restituer des informations. Eh bien, nous le confirmons, nous, avec nos travaux. Alors, mélatonine, cortisol, bon, l'axe hypophyso-cortico-surrénalien, ça nous parle de la CTH, c'est encore une fois pour les souris, et la CTH, c'est l'hormone que sécrète le cerveau pour induire la protection de cortisol. Voilà. Et donc, système dépressif, syndrome dépressif, pardon, et anxiété et angoisse, tout ça, ça va mieux. Bon. Et prise de poids. Alors, quand on dit que c'est systémique, ça veut dire que la protection peut prendre dans le système un point ou un autre, et ça va rétablir l'ensemble du système, de la même façon que ça veut dire que la pollution aussi, elle peut rentrer d'un point à un autre et finalement perturber tout le système. Voilà. Nous sommes maintenant au système immunitaire. Donc, ça va, le stress, on voit que quand on est protégé, du point de vue du stress, on se porte mieux. Maintenant, je reviens... Et surtout, on vieillit moins. On vieillit bien, mais je viens de dire que c'était systémique, donc naturellement, le système immunitaire va aussi montrer qu'on se porte mieux. En fait, il faut bien comprendre qu'un raisonnement linéaire ne s'applique jamais à un système vivant. On est dans ce qu'on appelle des systèmes complexes. Donc, en fonction de l'hérédité, en fonction du vécu, en fonction de l'environnement, va agir à tel ou tel niveau et jamais on ne peut prévoir lequel. Absolument. Et on le valorise, enfin, on y met des chiffres, des valeurs, en particulier pour les anticorps IgG. Alors ça, c'était un travail de Madame Bastide aussi, sur les poussins cette fois. Madame Bastide avait fait, avec son travail sur les poussins, un peu le tour du monde avec ce travail-là, parce qu'elle montrait que le téléphone portable était à l'origine de 50% de plus de 50% de la mortalité des poussins exposés, enfin des œufs exposés, embryonnés, alors que normalement, dans un élevage d'œufs embryonnés, pour faire des poussins, c'est 15% la mortalité. Donc, on voyait que l'exposition, et elle avait été interviewée par différentes chaînes de télévision précisément pour montrer ces résultats, on voyait que l'augmentation de la mortalité était dramatique, 50%. Alors, simultanément, Madame Bastide avait aussi fait le test de la protection des téléphones avec les CMO, bien sûr. Donc on revenait, alors c'était une exposition permanente, hein, c'est-à-dire que les poussins étaient soumis à 24 heures sur 24 à un téléphone et téléphonaient via une machine qui remettait en route, qui arrêtait, qui remettait en route. Bon. Donc ils étaient en toxicité aiguë. Bon. Heureusement pour les élevages d'œufs embryonnés, le pourcentage n'est pas de 50, mais tourne autour de 30. Mais ça ne fait rien. Entre 15 et 30. Et alors, nous avons observé que lorsqu'on filtrait les porteuses, c'est-à-dire les hautes fréquences, qui sont celles qui sont modulées pour faire qu'on entende des signaux qui nous disent des choses. Donc les porteuses modulées en basse fréquence, ces porteuses-là, quand on les éliminait par des filtres et qu'on gardait que les hautes fréquences, les basses fréquences, pardon, les ELF,
eh bien, ces ELF étaient responsables de la mortalité de 78% des œufs. En d'autres termes, vous avez un smog, un brouillard électromagnétique, l'ensemble provoque une mortalité de 50% au lieu de 15%, mais si vous faites seulement les ELF, c'est-à-dire les extrêmement basses fréquences, on parle bien du nombre par seconde, on ne parle pas de l'intensité, hein. Donc les extrêmement basses fréquences, ce sont des fréquences qui battent entre 0 et 300 fois par seconde. Et la modulation des porteuses des téléphones, la plupart du temps, est à 217. Donc c'est bien entre 0 et 300. Donc à 217 Hz, eh bien, si on enlève ces porteuses et qu'on garde les ELF, la mortalité, c'est la plus élevée qu'on puisse imaginer, 78%. C'est du toxique, puisqu'on le fait 24 heures sur 24, mais est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui font leur téléphone 24 heures sur 24 ? Oui. Moi, j'en connais. Oui. Et 217 Hz, c'est la fréquence de communication entre l'abeille et sa ruche. Donc il ne faut pas s'étonner aussi des problèmes. Ça avait été une découverte à Toulouse quand nous y étions. Absolument. Où des vétérinaires vont bondir nous disant « mais vous venez nous expliquer une partie de la mortalité des abeilles ». Et je viens de voir passer un travail, je crois que c'est... C'est moi qui l'ai envoyé. Oui, je l'ai vu passer, c'était en Inde, il me semble, hein, où un éleveur d'abeilles avait mis la ruche à disposition d'un scientifique qui a mis un téléphone dedans. Et je crois me souvenir qu'à la lecture de ce document, qu'il n'y avait plus de miel et que l'ensemble de la ruche était l'endolymphe des abeilles était complètement détruit et elles mouraient. Donc, ce qu'il faut comprendre sur ce que disait Maurice, c'est que la porteuse, si on peut l'imaginer, c'est l'ancien fil de cuivre qui vous amenait le téléphone à la maison. Et la modulation, c'est les conversations qui passaient sur le fil de cuivre. Je crois qu'il faut voir comme ça pour bien comprendre. Et ça permet de comprendre qu'on peut supprimer le fil de cuivre, mais la conversation reste toxique. Absolument. Le contenu de l'information, on le sait tous, peut être toxique. Absolument, c'est pour ça que je l'ai dit. Bon, alors nous étions donc sur le système hormonal et le système immunitaire. À nouveau, si vos enfants utilisent le téléphone, si vous utilisez le téléphone plus de 20 minutes par jour, protégez-les, protégez-vous. Mais tu poses un autre problème qui est encore plus grave, c'est qu'avec l'augmentation du télétravail actuellement, on se retrouve avec des habitations qui sont où on a des habitants qui sont exposés en permanence du fait que le télétravail nécessite une communication avec un serveur pour pouvoir travailler. Et il ne faut pas s'étonner qu'on ait une diminution de l'immunité des gens, même quand ils sont en télétravail, au vu des résultats que tu vas commenter sur les monocytes et les anticorps. Voilà. Alors donc au niveau système immunitaire, on n'a pas beaucoup parlé des monocytes, mais c'est aussi un des éléments de la première défense de l'organisme contre les agressions. Bon, on peut maintenant ouvrir un peu le voile, le rideau sur l'activité génétique de ce champ électromagnétique. L'activité génétique, tout le monde comprend maintenant qu'on parle de l'ADN et qu'on parle du cœur des cellules et du lieu des traitements d'informations. Nous avons eu la chance de pouvoir collaborer avec le professeur Goodman à New York, qui est une des grandes scientifiques qui a consacré sa vie au sujet et qui nous a ouvert la porte de son laboratoire. Et donc l'expérimentation qui a été faite avec elle et qui est publiée dans un journal extrêmement connu dans le monde scientifique, qui s'appelle The Journal of Cellular Biochemistry, donc c'est un journal référencé, et vous savez que pour être publié, il faut que les pairs, c'est-à-dire les autres scientifiques, valident le travail que vous avez fait,
et ne trouve pas de raison de le refuser. Okay, donc ça veut dire que le travail doit être fait dans les règles de l'art, et ça s'appelle les good practice of laboratories, c'est-à-dire les bonnes pratiques de laboratoire. Donc le professeur Goodman a exposé des drosophiles, qui est un modèle biologique très courant dans les laboratoires pour faire de la biologie. Hein. Les drosophiles, c'est les petites mouches que l'on trouve sur le raisin au mois de septembre. Au moment de la vendange, ce sont des drosophiles. Et a extrait des drosophiles exposés une protéine qui s'appelle SRE, ça veut dire Serum Response Element. Bon. Cette protéine a comme fonction, une de ses fonctions, c'est d'activer la production de gènes, c'est fausse, c'est mic, c'est young pour les biologistes, qui sont ce qu'on appelle des early genes, c'est-à-dire ce sont des gènes qui vont activer la multiplication cellulaire. On observe que la production d'SRE, Serum Response Element, chez les drosophiles exposés, sans protection, l'augmentation est de 3,5%. 350%. Hein, c'est-à-dire 3,5 fois. Et ça veut dire que derrière les gènes de multiplication cellulaire, il faut les maîtriser. Parce que si on ne les maîtrise pas, il va se passer des choses ennuyeuses. La multiplication cellulaire anarchique, tout le monde pense à quoi ça peut aboutir. Alors, il y a un régulateur pour le SRE qui s'appelle la protéine P53. Je parle là après en avoir discuté avec des biologistes. Et la protéine P53, elle est le régulateur qui est lui-même régulé par le calcium, intracellulaire ou extracellulaire, extracellulaire circulant. Or, on va voir dans quelques instants que le calcium ne répond plus présent. Donc ça veut dire que la P53 ne répond plus présent comme régulateur, et ça veut dire que les gènes CFOS, CMYC, CYOUNG ont la vie belle et font leur boulot de multiplication cellulaire. Je vous laisse tirer les conclusions. On ne peut pas les contrôler. On a structure musculaire, fonction et développement endommagés, risque plus élevé d'insuffisance cardiaque, fragilité du tube digestif, foie, estomac, intestin et développement de tumeurs, bien sûr. Tout ça, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Absolument. Et alors, simultanément, le professeur Goodman, la même experte, va doser une protéine qui s'appelle HSP70, Heat Shock Protein 70. Ce sont des protéines qui montrent l'état ou de souffrance ou de bon fonctionnement des cellules. Et le HSP70, quand on a l'exposition, alors j'essaie de ne pas vous dire des chiffres erronés, mais on est là aussi à multiplication par 3 de mémoire. Ça veut dire que les HSP70, qui participent à la réparation également des cellules lorsqu'elles sont agressées par un virus ou par une bactérie, donc là elle intervient, la HSP, la heat shock protein. Donc ces heat shock proteins diminuent ou augmentent, ça augmente, 1, 2, 3, tu l'as sur ton graphique là. Ah voilà, c'est augmente de 3, c'est-à-dire qu'elle montre que la cellule est en souffrance. Voilà. Et pour se réparer, eh bien, il faudrait qu'on enlève le rayonnement électromagnétique environnemental, et ça irait beaucoup mieux. Alors, comment on ne peut pas le faire? On y met un CMO, et voilà. Ça revient à la normale. Ça revient à la normale, y compris pour le SRE, Serum Response Element, et y compris pour l'heat shock protein. Donc ça veut dire que l'information émise par la solution aqueuse saline du CMO, soit directement, soit indirectement, on est en système, parle à l'ADN, parle à ce qui est le chef d'orchestre du fonctionnement des cellules.
Voilà pour l'activité génétique. Il reste les Bon, micronucléides. il y a aussi, dans une autre expérimentation, cette fois-ci en France, l'apparition de micronucléides, mais je te laisse en dire deux mots si tu veux. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un noyau de cellules, on a une fragmentation du noyau en plusieurs petits noyaux, et on sait que c'est un préalable à l'apparition de développement tumoral. Et là aussi, on arrive avec la protection CMO à récupérer l'apparition, à reconstituer un noyau normal. Alors nous arrivons à un sujet qui va à nouveau relier les choses pour les gens qui dorment mal, qui sont anxieux, qui sont stressés, qui sont soumis au stress électromagnétique. Nous allons parler maintenant des troubles neuropsychologiques ou neurophysiologiques, non plus d'un point de vue du symptôme, mais du point de vue biologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec le calcium, on va y revenir, ou qu'est-ce qui se passe avec les neurones et la multiplication cellulaire des neurones. Bon. Si tu veux, je donne deux éléments clés sur le calcium. En fait, le calcium est un messager qui, suivant les flux des ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, entraîne différents changements importants. Or, une des choses avec lesquelles on se trouve confronté avec l'exposition au champ électromagnétique, c'est-à-dire à un emprisonnement du calcium à l'intérieur de la cellule qui ne peut pas sortir. Et à partir de là, on se retrouve avec tout un tas de symptômes qui apparaissent. Voilà. Et bon, ça renvoie à des travaux qui sont faits par ailleurs par un Américain respecté au niveau mondial qui s'appelle Pal sur les canaux calciques et qui montre que le fonctionnement de ces canaux est interrompu, perturbé, interrompu, pour précisément conserver le calcium à l'intérieur alors qu'il devrait circuler. Bon. Alors nous arrivons aux neurones. Les neurones, ça sert à être intelligent, ça sert à réfléchir. Mais quand ça diminue, le taux de neurones diminue, qui ne se reproduisent pas, eh bien, ça nous amène précisément vers des pathologies, dont une, alors le médecin va le confirmer, un des témoins de l'apparition d'Alzheimer, c'est la diminution de la taille de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est là où la mémoire à court terme fonctionne, c'est là où on identifie donc l'apparition de l'Alzheimer, et c'est là où il vaudrait mieux que les cellules, parce que les neurones normalement disparaissent, meurent, se renouvellent. Il vaudrait mieux que ça se renouvelle au bon rythme et au bon moment, parce que sinon, eh bien, nous avons un effet qui est un effet délétère majeur, c'est-à-dire donc on devient moins intelligent, mais surtout on vieillit mal et on voit apparaître l'Alzheimer pas très loin. Quoi. En fait, l'hippocampe, c'est une espèce de structure qui sert d'interface pour permettre de joindre de nombreuses structures cérébrales, puisqu'aujourd'hui, on ne raisonne plus au niveau cérébral avec un lieu, une fonction, sinon un lieu qui permet de relier plusieurs zones, et ça, on le voit très bien quand on fait des analyses en particulier de PET scan par exemple, quand on demande à quelqu'un, on pose une question, on voit qu'il y a différentes zones qui s'allument parce que c'est là que le glucose est consommé. Donc en fait, c'est je dirais que c'est un petit peu l'organisateur de la mémoire. Et ce travail a été fait sur un mammifère, donc on avait parlé des drosophiles tout à l'heure à New York pour voir l'activité génétique. Là, ce sont des mammifères, donc la fonction de l'hippocampe chez le mammifère, c'est à peu près superposable à la fonction de l'hippocampe à la façon de la fonction chez l'humain. Donc, protéger des champs électromagnétiques, nos enfants, nous-mêmes, et papy et mamie, ils en ont besoin, parce que l'hippocampe est une des cibles qu'on observe étant détruite ou en tout cas défaillante lorsqu'on a l'exposition au champ électromagnétique. Et papy et mamie qui sont les plus propices à développer une maladie neurodégénérative, eh bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ?
ils ont un smartphone ou ils ont un iPad ou une tablette pour communiquer avec les enfants et les petits-enfants. Et ils ne sont pas protégés. Et c'est eux qu'il faut protéger comme les enfants. Ce sont les plus sensibles. On peut encore passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Si vous voulez bien, on va boucler le dossier là en redisant que chaque fois que le groupe exposé-protégé était comparé au groupe contrôle, on avait sensiblement les mêmes résultats normaux avec la protection CMO, alors que chaque fois, les cibles dont on a parlé, qu'on exposait les organismes sans protection, il y a eu une modification des constantes biologiques concernées qui sont toujours du côté des effets négatifs délétères. Bon. Grâce au ciel, l'organisme est bien fait, c'est-à-dire qu'il pédale pour récupérer jusqu'au moment où la poubelle est pleine. Et là, il vaut mieux effectivement protéger tout le monde. Tu reviens à la borite, l'éloge de la fuite. Mais bien sûr. Soit tu te sauves pour ne plus être exposé, soit tu prends des mesures pour être protégé. Sinon, c'est le crack. Voilà, nous sommes les scientifiques. Nous avons fait un long chemin ensemble avec Marc-François. Nous l'avons fait également avec un autre des médecins de la structure de Comosystème, le laboratoire, qui est le docteur René Messagier. Et puis, et je pense que vous devez y réfléchir, si vous voulez vous rapprocher des responsables commerciaux qui, eux, vont vous dire comment vous équiper et à quel prix, ce n'est pas notre boulot, mais c'est celui de CEM Vivant qui recevra vos demandes avec, évidemment, beaucoup d'attention. Notre travail, c'est de continuer à chercher, continuer à vous expliquer pour que les choses soient claires. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a plu tout autant que moi et que vous avez appris multitude d'informations sur ce sujet capital. Vous l'aurez compris, il est primordial de se protéger. Tous ces appareils de protection dont vous ont parlé le Dr Paya et Maurice Filon-Robin n'ont pas les mêmes fréquences, donc la réponse technologique n'est pas la même. Et en ce sens-là, tous ces éléments de protection se complètent. Vous retrouverez la protection pour le téléphone portable. Il existe également des protections pour l'ordinateur, la télévision, un cône de protection pour la maison qui va vous protéger des ondes Wi-Fi et un traveler sous forme de porte-clés que vous pouvez porter sur vous et qui vous protège lorsque vous sortez de chez vous et qui vous crée une sorte de bulle d'environ 2 mètres carrés autour de vous. Pour les familles, il existe également des packs allant de 2 à 5 personnes avec autant de protection que de membres de la famille. Vous avez l'ensemble des prix qui s'affichent actuellement sur votre écran. Vous avez ce soir une offre promotionnelle qui démarre dès ce soir et jusqu'à lundi prochain. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez toutes ces informations sur la page de vente et par mail dès demain avec un récapitulatif global et le webinaire en replay que vous pourrez revisionner si vous le souhaitez. J'espère que ces précieux éclairages vous ont plu et que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.